Le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique, subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Il y a un an, jour pour jour, Joe Biden était proclamé président des États-Unis. Un an après, le bilan est plutôt accablant. De quoi redonner des ailes à Donald Trump qui se prépare en coulisses. Avant de parler de tout ça, bien sûr, vous le savez, il faut commenter, partager et cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de la vidéo pour améliorer le référencement. Allez, c'est parti. Et à mes côtés pour cette émission, un habitué de TV Liberté. Bonjour Gérald Olivier, merci d'être avec nous. Bonjour à vous, merci de votre invitation. Alors, vous êtes journaliste spécialiste de la politique américaine. Nos téléspectateurs peuvent vous retrouver sur le blog que vous animez France-Amérique et puis aussi au travers de votre dernier ouvrage sur la route de la Maison-Blanche aux éditions Jean Picolet que les téléspectateurs peuvent trouver évidemment sur la boutique officielle sur tvliberté.com. Alors, et puis par ailleurs, ça permet de tout comprendre des élections américaines, puisqu'on va bientôt retomber dans les élections américaines d'ici quelques années. Alors pour commencer, Gérald Olivier, on l'a dit, Joe Biden est à la Maison-Blanche depuis un an. On avait déjà beaucoup parlé de son âge à l'époque de l'élection. Il a 79 ans. Le 19 novembre dernier, Kamala Harris a prêté serment parce que Joe Biden devait subir une petite intervention chirurgicale. Sa santé semble toujours un peu chancelante et c'est toujours un sujet évoqué à demi-mot. On a dit qu'il s'était aussi endormi pendant la conférence de presse de la COP26. Alors parfois on exagère un peu sur tout cela, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, le sujet de l'âge et de la santé et de l'état cognitif, comme on dit, de Joe Biden, c'est tabou. C'était tabou pendant la campagne. Bien sûr. Et si, alors, on peut débattre, mais si on avait eu une campagne normale, hein, la campagne de 2020 a été anormale à beaucoup de points de vue à cause du Covid et d'autres éléments. Mais dans une campagne, je dirais, ouverte, Joe Biden n'aurait jamais réussi à aller aussi loin qu'il est allé. Joe Biden est devenu le candidat du Parti démocrate parce que les démocrates voulaient battre Donald Trump. L'idée, c'était de faire tomber Trump et qu'il était le candidat le plus consensuel pour y parvenir. Et à partir de là, il a fallu lisser tous les angles. Et donc, l'un de ces angles, c'était son état de santé mentale, physique et son âge. Donc, on a convenu de ne pas en parler. C'était le sujet qu'il ne fallait pas aborder. Et lorsqu'on l'abordait, eh bien, la réponse était « tout va bien ». Et puis, on passe à autre chose. Mais dans l'exercice du pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'on a le sentiment parfois qu'il a des carences ? On continue à le protéger. Et tout le monde le protège. Son entourage le protège. La presse le protège, comme vous soulignez le fait qu'on l'a vu s'endormir. C'était même pas une conférence de presse, c'était pendant la conférence tout court. Oui, de la COP26. Alors que même, il avait souligné, lui, l'importance de cette conférence, l'importance du retour des États-Unis dans ce concert autour du climat. Et donc, le président de ce pays qui revient, eh bien, il s'endort pendant les débats. Ça montre l'intérêt qu'il y porte. Donc, mais c'est quelque chose dont on n'a pas parlé aux États-Unis.
Et c'est quelque chose que l'on évite aux États-Unis. De même que lorsqu'il est tombé en montant les marches de son avion à plusieurs reprises. De même que lorsqu'il oublie les noms de ses ministres, lorsqu'il se trompe sur le nom de ses secrétaires, lorsqu'il dit être quelque part alors qu'en fait il est ailleurs. Donc il y a toute une série de moments où on l'a vu avoir des lapses, on dit en anglais, des manquements intellectuels, des oublis, des trous de mémoire. C'est plus que simplement de bafouiller. C'est véritablement ne pas savoir où il est, ne plus savoir ce qu'on lui a dit de dire. Et quand il est en conférence de presse, eh bien, justement, on évite tous ces moments qui sont non scriptés à l'avance, parce qu'on ne sait pas s'il arrivera à s'en sortir. C'est le président qui est le plus protégé de tous les présidents américains que j'ai connus. Habituellement, le président est un personnage qui, aux États-Unis, est très accessible. Lorsqu'il y a une conférence de presse commune avec un invité, eh bien, on lit un communiqué, et puis après, traditionnellement, on prend 2-3 questions libres. Joe Biden ne fait jamais ça. Il lit son communiqué, il tourne le dos à la presse et il s'en va. Et les journalistes lui lancent quelques questions à haute voix et il les ignore totalement. Parce qu'on ne veut pas de ce moment où il serait livré à lui-même et on pourrait avoir des dérapages, où le public pourrait se rendre compte qu'il ne connaît pas les dossiers, où le public pourrait se rendre compte qu'il est très fatigué, qu'il n'arrive pas à entendre. Donc oui, il a un vrai problème, mais pour l'instant, ce problème est tabou, on n'en parle pas, et ce sont ses conseillers qui un petit peu gèrent. D'ailleurs, la véritable question que certains se posent aux États-Unis, c'est qui commande ? Qui est véritablement à la tête de l'État? Et on sait très bien que Joe Biden est un président de façade. Ce n'est pas lui qui dirige, ce sont ses conseillers qui dirigent. Et lui, il est l'homme que l'on met en avant lorsqu'on n'a pas d'autre choix que de mettre quelqu'un en avant. Alors sur le plan politique pur, c'est pas vraiment plus reluisant. On voit que plusieurs sondages donnent un taux d'opinion favorable particulièrement faible pour les États-Unis, puisqu'il est en dessous de la moyenne, il est plutôt aux alentours de 44% d'opinion favorable. C'est pas comme en France, où on peut avoir un président à 4%, comme c'était le cas avec François Hollande. C'est particulièrement bas là-bas. Oui, pour les États-Unis. Et il y a beaucoup de sujets qui sont très compliqués, visiblement, à gérer pour lui. Alors évidemment, il y a la question migratoire que Donald Trump avait particulièrement médiatisée, notamment avec cette histoire de mur à la frontière. Et sur la question de l'immigration, c'est plutôt inquiétant aux États-Unis. Alors, la crise migratoire, c'est peut-être la crise la plus auto-générée par l'administration Biden de toutes celles qu'on a observées tout au long de l'année. Et je pense qu'on pourra revenir sur d'autres crises. Vous avez parlé d'un bilan qui est déjà accablant. C'est vrai qu'il y a seulement 1 an qu'il est là, mais c'est une présidence qui donne tous les signes de l'échec. Simplement, il est un petit peu trop tôt pour le dire. Il reste encore 3 ans. Maintenant, la crise migratoire, ça fait partie c'est symptomatique de ce qu'a fait l'administration Biden depuis qu'elle est arrivée. C'est-à-dire qu'en fait, Donald Trump et son administration étaient parvenus à gérer la situation migratoire au sens des entrées clandestines. Vous savez que les États-Unis ont une frontière extrêmement étendue et totalement incontrôlable avec le Mexique, que c'est par là qu'arrivent un certain nombre d'immigrants clandestins qui, par la nature de l'économie américaine, parviennent, une fois qu'ils sont sur place, à s'intégrer de manière plus ou moins adéquate. Pas toujours, mais plus ou moins. En tout cas, à disparaître des autorités. Et donc, ça pose un problème parce que vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis de l'emploi, avoir systématiquement une manne qui arrive et qui déprime les salaires les plus bas pose un certain nombre de problèmes. Donc, l'immigration clandestine est un sujet qui devait être géré. Également, un côté un petit peu criminel, étant donné que énormément de drogue passe par cette frontière, énormément de personnages, on va dire, aux intentions douteuses peuvent passer par là. Et donc, l'idée de contrôler cette frontière au sud était un des éléments de la politique de Donald Trump. Et ils y étaient parvenus. Ils y étaient parvenus de 2 façons. La première, c'était cet élément physique dont vous avez parlé, la construction d'un mur, d'accord, qui existe déjà dans de nombreux endroits, mais qui n'est pas du tout un mur continu, qui n'aurait pas été un mur continu, mais qui permettait quand même de contrôler certains accès plus particulièrement sensibles. Ça, c'était la première chose. Et puis la seconde chose consistait à dire que si vous voulez venir aux États-Unis en tant que réfugié politique, puisqu'il y a une politique en cette faveur de la part de l'administration américaine, vous pouvez le faire. Il suffit d'en faire la demande du côté sud de la frontière. Bien sûr. Et vous ne rentrez pas aux États-Unis tant que votre dossier n'a pas été vu et approuvé.
Et Joe Biden a fait deux choses. La première, c'est qu'il a promis à tous les clandestins déjà présents aux États-Unis la régularisation, c'est-à-dire une naturalisation américaine. Il est évident que cette annonce-là, elle a eu l'effet d'un appel d'air. Parce que il y avait un certain nombre de clandestins déjà présents aux États-Unis. Le nombre varie selon les estimations, mais on estime qu'ils sont au moins 10 millions et peut-être 15 ou un petit peu plus. Mais n'importe qui présent sur le territoire américain sous Joe Biden pouvait prétendre à la naturalisation, et immédiatement, on a vu apparaître ce qu'on appelle ces caravanes migratoires de gens qui essayent de passer. Et puis, il est revenu sur cette décision de l'administration Trump concernant l'asile politique, en disant non, vous pouvez rentrer et rester aux États-Unis tant que votre dossier n'a pas été géré. Donc on a eu deux appels d'air. Rester aux États-Unis une fois qu'il est rejeté aussi, d'ailleurs. Absolument, c'est toute l'idée. Même si votre application, votre dossier est rejeté, vous êtes sur place et de toute façon vous êtes introuvable. On peut très bien disparaître. Il ne faut pas sortir, mais tant que vous restez à l'intérieur du pays, il n'y a aucune chance que vous soyez jamais trouvé et expulsé. Et donc on a constaté immédiatement un afflux sans précédent de personnes à la frontière, des familles, des enfants, des criminels, les routes de la drogue sont repassées par là, ça a créé un chaos monstrueux pour les villes du Texas qui sont de l'autre côté de la frontière, ça a créé un chaos monstrueux pour les services sociaux, parce que tout d'un coup vous aviez des gens qui avaient besoin qu'on s'occupe d'eux, des femmes, des personnes plus âgées, des enfants qu'il fallait soigner, qu'il fallait aux besoins scolariser. On était en pleine période du Covid, et alors que le reste du pays était en partie confiné, eh bien vous aviez des gens qui arrivaient sans jamais avoir été testés, dont on ne connaissait absolument pas l'état de santé. La crise a été véritablement monumentale dans les premiers mois de l'administration, et la presse n'en a rien dit. Parce qu'on est dans une presse qui est favorable à Joe Biden, et il fallait surtout pas montrer que la nouvelle administration rencontrait une forme de chaos ou avait généré une forme de chaos. Finalement, le chaos a été tel que l'administration n'a pas pu nier les faits. Donc on a d'abord dit, les démocrates ont d'abord dit que c'était une crise temporaire, parce que régulièrement l'hiver, étant donné que les conditions climatiques sont plus favorables, il y a plus de passages. On s'est aperçu que c'était pas du tout une crise temporaire, parce qu'elle continue. Et aujourd'hui, seulement aujourd'hui, 12 mois après, il est à nouveau question de réintroduire la politique de Trump, notamment concernant les demandes d'asile politique, et de reprendre la construction du mur sur certains endroits. Donc les démocrates sont confrontés à leur propre échec, parce qu'ils sont en train de remettre en place la politique qui avait réussi à résoudre le problème. Alors, il y a également un gros problème sur le plan économique, sur le plan du pouvoir d'achat. La vie est de plus en plus difficile. Des questions sociétales aussi qui sont particulièrement agitées. On l'avait vu pendant la campagne avec les questions de Black Lives Matter, etc. Joe Biden avait promis d'être le président de tous les Américains. C'est plutôt raté. Ah oui, totalement. Ça, c'est même carrément oublié. Non, ça, carrément. Non, mais il avait dit, je serai le grand réunificateur, je vais rassembler l'Amérique. Non seulement c'est pas fait, mais il a même pas essayé. Il a même pas essayé, parce qu'en fait, l'administration en place a surtout cherché à détricoter les politiques mises en place par l'administration de Trump. On vient d'en parler pour l'immigration, mais vous avez cité l'inflation qui repart. Il y a deux causes à l'inflation aux États-Unis aujourd'hui, et c'est vrai qu'elle repart. Les prix augmentent aux États-Unis aujourd'hui plus vite qu'à n'importe quel moment depuis Ronald Reagan. Et chaque mois donne une statistique qui, sur les 12 mois précédents, est plus élevée. Cet été, on était à 4% par rapport aux 12 mois passés, sur une prévision qui devait être de 2% en 2021. La prévision des économistes il y a un an, c'est que les prix aux États-Unis allaient augmenter d'environ 2% sur les 12 mois de janvier à décembre 2021. Aujourd'hui, on en est à 6,8%. 6,8. C'est un chiffre qui est énorme. Sans précédent sur les 30-40 dernières années. Et il y a deux causes majeures. La première, c'est vrai qu'il y a un certain redémarrage économique, mais un redémarrage économique avec une explosion du prix de l'énergie. Le baril de pétrole a doublé en l'espace de 10 mois. Et si le prix du baril de pétrole a doublé en l'espace de 10 mois, c'est parce que l'administration américaine a annoncé fièrement, dès son arrivée, qu'elle allait mettre fin aux énergies fossiles. Et elle a suspendu aux États-Unis... sur son territoire. Sur son territoire, oui. Enfin, peut-être plus loin d'ailleurs, dans le cadre du climat. Mais les États-Unis sont un produit qui consomme énormément d'énergie, mais qui a les moyens d'en produire.
Et sous Donald Trump, on était parvenu à ce que les Américains appellent l'indépendance énergétique. C'est-à-dire que les États-Unis produisaient plus d'énergie, gaz, charbon, pétrole et autres, qu'ils n'en consomment. Donc ils étaient indépendants de ce point de vue-là. L'administration a dit qu'ils allaient mettre un terme aux États-Unis à l'utilisation des énergies fossiles, à travailler sur le renouvelable et ce qu'ils appellent la transition énergétique. Et l'administration a suspendu les permis d'exploitation et d'exploration d'un certain nombre de gisements pétroliers et gaziers. L'administration a également suspendu la construction d'un certain nombre de pipelines destinés à acheminer ces produits. Ben, qu'est-ce qui s'est passé instantanément? Vous avez une spéculation sur le baril de pétrole. On a vu la production américaine passer de 13 millions de barils jour à 10 millions de barils jour. Ben, ce manquement de 3 millions de barils, c'est celui qui justifie la hausse du prix. L'augmentation du prix. Je vous interromps une seconde, Gérald Olivier, je vous propose qu'on écoute justement Donald Trump qui a donné une interview à Nigel Farage, donc le chantre du Brexit, sur une chaîne britannique, GB News. On regarde quelques instants, s'il vous plaît. Nous avons de l'or en barre, ils nous la confisquent et nous empêchent de l'utiliser. Le gaz naturel est très propre, ça marche très bien et nous avons même du charbon propre. Nous avons des ressources formidables aux États-Unis. Et l'ennemi nous culpabilise en mettant nos entreprises en péril. Nous étions dans une situation inédite il y a tout juste un an et maintenant, les gens ne peuvent même plus payer le plein d'essence pour leur voiture ou s'ils le font, ils doivent le payer très cher, c'est malheureux. Vous avez parfaitement résumé les propos de Donald Trump. Et on sait qu'aux États-Unis, c'est très important l'essence. Ah bah oui, c'est quand même un très très grand pays, vous vivez pas aux États-Unis sans voiture. Et les distances sont très longues. On compte pas en kilomètres, on compte en temps. Tel endroit est à 10 minutes d'ici ou à 1 heure d'ici, on ne dit pas à 10 km ou 100 km, mais l'essence est essentielle. Moi j'étais aux États-Unis cet été, je suis retourné, j'ai quand même beaucoup d'attaches là-bas, et j'ai vu en Californie une station d'essence à 5,39$ le gallon. Alors, le gallon, c'est 4 litres, d'accord, mais 5,39$ le gallon, c'est le double de ce qu'on payait il y a 3 ans. Alors, c'était une station, mais en Californie, l'essence en Californie est plus taxée que dans certains autres États, mais le prix de l'essence à la pompe a doublé. Et il faut bien voir que l'essence aux États-Unis est assez peu taxée. Donc, quand le prix du baril augmente, l'impact est immédiat. En France, 85% du prix de l'essence, c'est des taxes. Donc le prix du baril varie, mais on s'en rend très très peu compte à la pompe. Aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Et pour les Américains qui ont besoin de faire un plein toutes les semaines, bah faire un plein qui vous coûte $50 ou un plein qui vous coûte $100, c'est absolument pas la même chose. Et d'ailleurs, on avait calculé que le premier chèque Covid de Joe Biden, qui donnait $1 400 supplémentaires à un certain nombre d'Américains, eh bien, il avait été entièrement mangé sur l'année par la seule augmentation du prix de l'essence. Donc, on vous donne de l'argent d'un côté et on le reprend de l'autre. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que finalement, on comprend qu'en gros, l'exploitation du pétrole aux États-Unis a été réduite, essentiellement pour des raisons climatiques, environnementales. Oui. Mais en même temps, ceux qui ne produisent plus, ils l'achètent ailleurs. Ils achètent toujours du pétrole. Bien sûr. Donc ça n'a strictement aucun sens. Absolument. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. On a l'impression d'un pays qui marche sur la tête. Soit on fait une transition énergétique, on passe à autre chose, quoi qu'on en pense. Mais si c'est pour aller l'acheter ailleurs, on ne voit pas trop l'impact positif sur le climat. Absolument, mais là, vous avez entièrement raison. Et ce qui est totalement hallucinant dans la politique américaine, c'est que quelques mois après que Joe Biden ait décidé, nous, Américains, nous allons cesser d'exploiter le pétrole parce que ce n'est pas une énergie qui convient à notre nouveau, je dirais, contexte climatique, mais il demande à l'OPEC d'augmenter sa production. Il approuve la construction, alors qu'il élimine des pipelines aux États-Unis, le fameux projet Keystone, qui était un grand oléoduc qui devait aller de la frontière canadienne jusqu'au golfe du Mexique. Alors qu'il élimine ce projet aux États-Unis, il autorise la finalisation du fameux pipeline Nord Stream 2 qui doit relier le gaz naturel russe à l'Allemagne. C'est un pipeline sur lequel Donald Trump et le Congrès américain avaient placé des sanctions, parce qu'ils estimaient que la politique russe sur d'autres sujets justifiait qu'eux interviennent. Et ils estimaient que les alliés américains, les alliés européens des États-Unis, l'Allemagne en tête, devraient se fournir en énergie auprès de leurs alliés,
plutôt qu'auprès de leurs adversaires, la Russie. Oui. Et Enfin, donc, reste la question de savoir qui sont les vrais alliés et les adversaires. Il y avait des sanctions contre ce Nord Stream 2. Aujourd'hui, ces sanctions ont été levées. C'est donc un feu vert à ce que la Russie exporte son gaz vers l'Allemagne. Donc en même temps que Joe Biden dit aux États-Unis il faut mettre un terme aux énergies fossiles, en même temps qu'il dit nous sommes au milieu d'une crise climatique globale, il autorise bien d'autres pays à continuer à exploiter les énergies fossiles. En gros, il mène une politique qui va à l'inverse des intérêts américains. Ça, les électeurs s'en rendent compte. Et les électeurs se posent des questions. Parce que quand vous fermez un pipeline ou que vous empêchez sa construction, vous avez immédiatement 5 000, 10 000, 15 000 personnes qui perdent leur emploi. Et vous avez immédiatement un certain nombre d'entreprises qui cessent d'investir dans la recherche, qui cessent d'investir dans l'exploitation, qui cessent d'investir dans le développement, et l'économie s'en ressent. Donc on a à nouveau une crise qui est une crise auto-manufacturée et qui n'était absolument pas nécessaire. C'est vrai que lorsque le président américain, lorsque Trump vous dit que les États-Unis ont de l'or dans leur sous-sol, c'est vrai. D'abord, le territoire américain est immense et il y a un certain nombre de gisements qui restent inexploités, des gisements aussi bien à l'intérieur du territoire que offshore ou que dans la fameuse réserve naturelle de l'Alaska. Et donc les États-Unis, aujourd'hui, sous l'administration Biden, se pénalisent eux-mêmes au nom d'un certain intérêt global qui n'est absolument pas prouvé. Et ça, les électeurs, s'en rendent compte et commencent à s'en soucier parce qu'ils en souffrent, eux, au quotidien. Bien sûr. Alors, comme vous avez déjà évoqué Nord Stream, on va peut-être parler un peu des relations avec la Russie, justement, sur la question ukrainienne. On sait que Joe Biden et Vladimir Poutine ont dû s'entretenir il y a quelques jours. Dans le même temps, Donald Trump parlait justement à Nigel Farage de sa relation avec Poutine, qu'il qualifiait de « good guy », comme à peu près toutes les personnes que Donald Trump a rencontrées pendant son mandat. Qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée de Joe Biden ? C'est la moralisation. C'est-à-dire que les démocrates ne peuvent pas s'empêcher de dire aux autres comment ils doivent mener leur propre politique. D'un point de vue strictement stratégique et géopolitique, le seul intérêt que les États-Unis ont vis-à-vis de l'Ukraine, c'est que cette région reste pacifiée. Que ça ne devienne pas une nouvelle poudrière qui justifie une intervention de l'ONU ou qui crée une confrontation militaire avec la Russie. C'est la dernière chose qu'ils souhaitent. Trump faisait partie de ces leaders qui estiment que la guerre froide a été terminée depuis suffisamment longtemps pour que l'on établisse un ordre international sur d'autres lignes que celles qui dominaient de cette époque-là. Et à partir de là, il était prêt à travailler avec la Russie. Les démocrates ne sont pas prêts à travailler avec Vladimir Poutine et la Russie de Vladimir Poutine parce qu'ils estiment que c'est un régime autoritaire et non démocratique. Et qu'à partir de là, on ne travaille pas avec ces gens-là et qu'on leur demande de changer leur façon de faire. Il est évident que M. Poutine ne va pas forcément écouter ce type de discours. Mais là, ce qu'on constate véritablement, c'est qu'une nouvelle fois, l'administration Biden s'est mise dans une situation de faiblesse. Dans ce jeu avec la Russie, elle n'a plus aucun jeton, elle n'a plus aucune carte à donner. Pourquoi lever les sanctions sur Nord Stream, alors que là, on avait un levier qui pouvait peut-être vous donner un élément de négociation avec M. Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien. Mais puisqu'ils ont déjà levé les sanctions sur Nord Stream, que leur reste-t-il pour faire pression sur Vladimir Poutine ? Il ne leur reste rien. Donc en vérité, ils se sont mis en situation de faiblesse et ils sont totalement dépendants de la décision que M. Poutine prendra quant à la façon dont il compte gérer ce dossier, lui. Alors, je vais poser peut-être des questions de profanes, mais peut-être que parmi nos téléspectateurs, certains se la posent. Vous disiez tout à l'heure que Joe Biden donc, avait réautorisé Nord Stream, qu'il avait accepté de lever les sanctions, mais finalement, on a du mal à comprendre pour quelle raison, tout simplement, les États-Unis ont à se prononcer sur Nord Stream. Il y a plusieurs raisons. Non, il y a plusieurs raisons. Il y a la fameuse notion d'extraterritorialité des lois américaines. Oui. C'est-à-dire que si vous travaillez avec des entreprises
américaine, vous, en tant qu'entreprise étrangère, vous devez vous adapter à leurs lois. Et donc, si vous avez d'autres clients, eh bien, vous devez vous comporter vis-à-vis de ces clients de telle façon que ça soit conforme avec ce qu'est la politique américaine. Donc, à partir de là, les Américains se donnent, on peut le leur contester, mais au niveau international, se donne un certain nombre de droits de regard lorsqu'il y a des sanctions mises en place sur certains pays. D'accord ? On estime que depuis l'annexion de la Crimée, en 2014, je crois, la Russie s'est mise en tort vis-à-vis de la communauté internationale. Et donc la communauté internationale et les États-Unis en tête étaient en droit d'imposer des sanctions à la Russie à cause de son comportement sur ce dossier, puisqu'elle avait annexé une province à laquelle elle n'avait pas forcément droit. Qui avait voté favorablement à son annexion. Historiquement, on peut en débattre. Bien sûr, tout à fait. Oui, ou justement, on ne peut pas en débattre. Mais vous aviez une annexion. Et donc, à partir de là, les États-Unis s'estimaient en droit d'avoir leur mot à dire. Par ailleurs, et là à mon avis c'est beaucoup plus important, le fameux pipeline relie donc la Russie à l'Allemagne. L'Allemagne est un allié des États-Unis. L'Allemagne est un membre de l'OTAN. L'OTAN est une association de défense qui consiste à protéger un certain nombre de pays américains contre une possible agression russe, en grande partie. Et au départ, elle avait été conçue contre une agression soviétique. L'Union soviétique a disparu, mais l'OTAN n'a pas disparu. Les dépenses de l'OTAN sont assumées à une très grande échelle par les États-Unis. Oui, mais la politique de l'OTAN est souvent très favorable aux États-Unis. Comment ? La politique de l'OTAN est souvent très favorable aux États-Unis. En tout cas, elle est favorable à l'industrie d'armement américaine. Et aux intérêts géopolitiques. Et c'est toute l'idée. Là, on peut en débattre. Là, on peut en débattre justement de ce qui sont aujourd'hui les véritables intérêts géopolitiques des États-Unis. C'est-à-dire que si on revient sur la période de l'après-Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient en effet un intérêt à un ordre international sous, je dirais, leur leadership, excusez-moi de ce mot anglais, parce que c'était un leadership qui, malgré tout, était favorable à la croissance économique et à une situation plus ou moins pacifique. Et on avait véritablement deux blocs idéologiques qui s'opposaient, avec des intérêts très, très divergents. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et donc, il y a un certain nombre de gens, même aux États-Unis, qui disent « mais notre politique étrangère n'est plus dans notre véritable intérêt ». Et on essaie, les États-Unis essayent en permanence de se réadapter, et ils ont beaucoup de mal à le faire. Parce qu'il y a au sein des États-Unis un certain nombre d'intérêts, industriels, financiers et autres, qui ont intérêt justement à perpétuer cet ordre de rivalité et de guerre froide quasi permanente, d'un côté vis-à-vis de la Russie, et aujourd'hui vis-à-vis de la Chine. Alors c'est vrai que la Chine est une puissance montante et que ça fait 20 ans que les États-Unis nous disent on doit faire un pivot vers l'Asie. Mais ils ont beaucoup de mal dans la réalité à mettre en place ce pivot vers l'Asie. Et donc les États-Unis sont toujours impliqués dans la défense européenne. Et à partir d'un moment où ils sont impliqués dans la défense européenne, il est logique qu'ils aient un mot à dire sur les comportements des Européens. Et donc, du point de vue américain, quand les pays européens viennent se fournir en armes auprès d'eux, les Américains, ils trouvent ça parfaitement légitime, puisque ce sont eux, les Américains, qui payent pour la protection européenne. C'est quand cela ne se fait pas qu'ils se posent des questions. Et quand ce sont les États-Unis qui financent la défense de l'Allemagne, puisque l'Allemagne est un pays qui est foncièrement sans défense. Oui. La défense allemande, elle est assurée par l'OTAN. Et les Allemands ne sont pas décidés à se passer de l'OTAN. Quoi qu'en pense M. Macron et soit que veulent en faire les Français quant à la perspective d'une défense européenne, chacun sait que dans la réalité, c'est une chimère. Et que les Allemands se reposeront toujours sur une puissance extérieure plutôt que sur celle du voisin français. Mais quand ce pays se retrouve lui-même à ne pas respecter ses propres engagements quant au financement de l'OTAN, les États-Unis s'estiment en droit de dire « écoutez, faut pas non plus se moquer du monde. Nous, on veut bien venir assurer votre défense et intervenir en cas d'agression, mais de votre côté, faut respecter vos engagements, et puis il faut pas non plus conclure des accords énergétiques avec votre adversaire, alors que nous, en tout cas, moi, Donald Trump, j'aurais eu du gaz naturel à vous vendre. Et c'est ce qu'il voulait faire. Donc Trump disait, nous, on vous protège, il n'y a aucun problème, mais en échange, vous achetez nos armes et vous achetez votre énergie. C'est le deal. Alors justement, vous évoquiez tout de suite la question chinoise, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la question européenne et des relations entre la Russie et les États-Unis, mais on a le sentiment quand même que le dossier le plus brûlant aujourd'hui pour les États-Unis, c'est la question chinoise. En tout cas, c'est à long terme.
Et c'est un dossier sur lequel il y a une forme je dirais, d'accord bipartisan. Je ne sais pas si on dit le mot bipartisan en France, mais démocrates et républicains sont quand même d'accord que l'adversaire sur le plan géostratégique global du XXIe siècle, c'est la Chine. Et ce n'est pas du tout un adversaire comme l'était l'Union soviétique, parce que la Chine ne cherche pas à étendre un empire de manière idéologique, il cherche simplement à vassaliser un certain nombre d'États autour de lui pour assurer sa propre sécurité et sa propre domination. Maintenant là, vous avez des intérêts économiques qui sont gigantesques. C'est un empire commercial en fait. C'est un empire commercial, absolument. Ce sont de très très bons commerçants. Et si on veut parler de la question de Taïwan, d'accord, qui est le dossier. Taïwan est à la relation sino-américaine, ce que l'Ukraine est à la relation russo-américaine. Taïwan, c'est pas simplement une petite île qui cherche à maintenir son indépendance vis-à-vis du grand chinois communiste à côté. C'est le producteur de près de 30% des microchips dans le monde. Et les Américains sont très très largement dépendants de Taïwan pour leur propre approvisionnement en microchips et pour leur propre industrie informatique. Donc laisser Taïwan tomber sous une domination de la Chine de Pékin, c'est absolument inconcevable sur le plan économique. Les États-Unis se sont rendus compte récemment, d'ailleurs à partir de Donald Trump, et de ce point de vue-là, son élection a été très très bénéfique, parce que les États-Unis ont longtemps pensé qu'il était possible de commercer avec la Chine continentale, avec la Chine communiste, que ça allait pousser ce pays à s'ouvrir sur le plan idéologique et sur le plan commercial, que ce serait un partenaire comme peuvent l'être la France, les Anglais ou d'autres. Ils se sont aperçus que pas du tout. Vous aviez une civilisation chinoise qui allait conserver, je dirais, sa propre personnalité et continuer à travailler avec le reste du monde, mais sur les bases d'une vision chinoise, qui est une sorte d'alliance entre le communisme, le capitalisme et le confucianisme. Et la Chine s'est plutôt refermée sur elle-même, d'un point de vue idéologique, et elle a plutôt renforcer sa domination sur un certain nombre d'autres États, profitant de sa nouvelle richesse. Et les États-Unis se sont rendus compte, notamment avec le Covid et avec d'autres éléments, qu'ils étaient devenus extrêmement dépendants de la Chine. Vous allez aux États-Unis aujourd'hui pour vous équiper en électroménager, en vêtements, la nourriture beaucoup moins, mais un certain nombre de produits de première nécessité, tout est fait en Chine. C'est toujours made in China. On voit aujourd'hui qu'il y a des problèmes d'approvisionnement aux États-Unis parce qu'un certain nombre de navires, dont la moitié viennent de Chine, sont bloqués à l'extérieur des ports parce qu'on n'arrive pas à gérer leur déchargement et le transport. Donc les États-Unis se sont rendus compte qu'ils s'étaient mis dans une situation de faiblesse et ils commencent aujourd'hui à chercher à refaire sur le territoire américain, à reproduire des éléments essentiels au fonctionnement de leur propre économie. Donc de ce point de vue-là, ils ont un vrai problème vis-à-vis de la Chine. Mais comme la Chine n'est pas une menace militaire immédiate et surtout pas en dehors de son propre théâtre, ils ont du mal à mettre en place une coalition qui tienne la route. D'où l'idée de reprendre langue avec les Anglais et avec les Australiens et à créer l'AUKUS. Tout en mettant de côté tout un acteur local qui est la France, sans même s'être rendu compte que la France a un certain nombre de territoires dans la région qui légitiment sa présence. Donc les États-Unis, aujourd'hui, ont beaucoup de mal à faire cette transition en termes de politique étrangère, de mettre véritablement en place leurs priorités, celles qui sont essentielles, et de dire ce qui constitue aujourd'hui un intérêt vital pour les États-Unis. Or, toute la stratégie et toute la politique étrangère dépendent de cette définition. Alors si on fait un peu le court bilan, vous l'avez dit, parce qu'il ne s'agit que d'un an de Joe Biden, finalement on se rend compte que beaucoup de choses sont assez compliquées à gérer pour lui. On se rend compte, vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'immigration, qu'il est finalement obligé de revenir dans les pas de Donald Trump. Pour Donald Trump, évidemment, tout cela est extrêmement positif. Ah oui, enfin, pour Donald Trump, oui, d'une certaine façon, ça montre qu'il avait raison. Alors lui, il a toujours raison de toute façon, le personnage n'a pas changé, mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ce qu'il avait prédit est en train de se produire. Et pas seulement vis-à-vis de l'administration. Il y a un certain nombre d'événements aux États-Unis qui ont donné raison à Donald Trump. On a fini par admettre que le fameux dossier sur la collusion russe, c'était du fake news, comme il disait. C'était un faux
archi faux. Il n'y aura pas forcément de sanctions, ni contre les médias, ni contre d'autres. Oui, il réclame lui qu'on retire le Pulitzer justement aux journalistes qui ont participé à cette enquête. C'est assez drôle. Oui, parce que ce ne sont plus des journalistes, ce sont des idiots utiles de la propagande démocrate. C'est exactement ce qu'ils sont. Donc, sur un certain nombre de dossiers, Donald Trump est prouvé comme ayant eu raison. Ce qui fait que lui, d'une certaine façon, il attend et il prépare son retour. Alors, en apparence, il joue au golf. Et puis, en fait, il est en train de lier des deals. Et comme vous le savez sans doute, il va monter son propre réseau social. Parce que malgré tout, il est privé de parole depuis presque un an. C'est assez incroyable, d'ailleurs. Et ils n'ont même pas attendu la fin de son mandat pour le priver de parole, puisque Twitter avait fermé son compte, Facebook avait fermé son compte, alors qu'il était encore président des États-Unis. Absolument. On sait aujourd'hui que Twitter et Facebook, entre autres, ne sont pas des acteurs neutres. Et même dans la campagne électorale de 2020, Facebook a eu un rôle majeur en faveur de Donald Trump. De Joe Biden. De Joe Biden, pardon. On ne parle pas du tout de trucage, mais on parle simplement de campagne, de moyens financiers et également de capacité à faire taire la parole de certains et à mettre en avant la parole d'autres. Donc, en effet, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui donne raison à Donald Trump. Donc, Donald Trump a pour moi toujours pour intention de revenir. Il n'a pas dit « je serai candidat en 2024 », mais il n'a pas dit « je ne serai pas candidat en 2024 ». Il fait tout, d'une certaine façon, pour préparer sa candidature, et il va donc lancer une nouvelle société, très très grosse boîte, qui comprendra entre autres un réseau Twitter, social. L'équivalent de Facebook et l'équivalent de YouTube. C'est l'ambition. C'est Trump Media Technology Group. Je crois. Moi j'ai vu Truth Social, mais... Alors Truth Social, c'est le nom du groupe. Non, pas du groupe, mais du réseau social. D'accord. Mais le groupe lui-même, à l'intérieur duquel on va retrouver Truth Social, donc la vérité, Truth c'est la vérité, ce sera Trump Media Technology Group, je crois, TMTG. Et c'est ça qui est actuellement en offre publique d'achat à la bourse américaine. C'est ça que la société de vérification des opérations de bourse est en train d'enquêter. Mais c'est cette société qui devrait voir le jour cet hiver ou au printemps, à l'intérieur duquel il y aura un réseau social qui viendra concurrencer Twitter. Puisque manifestement, une certaine parole est interdite sur Twitter. C'est un tsunami dans la gestion des réseaux sociaux et même de l'information. Absolument. Mais c'est là où on reste sur le personnage de Donald Trump. C'est-à-dire que Trump, il veut bien être président, mais il était homme d'affaires avant. Et il a toujours un œil sur les affaires. Et il est très très doué pour monter des opérations dans lesquelles il ne met pas son propre argent en risque. Quand on regarde la façon dont il s'est débrouillé, pourquoi est-ce qu'il a toujours... C'est que les dividendes pour lui. C'est que les dividendes, c'est que l'argent des autres. Il sait très bien faire un tour de table. Et quand on regarde un petit peu ses affaires, s'il n'est jamais... Il y a beaucoup de gens qui détestent Donald Trump parce qu'il n'est jamais tombé. Si vous voulez. Il n'est jamais tombé parce que c'était jamais son argent. Exactement. Parce que quand on est dans l'immobilier, quand on est à New York, quand on est dans l'acier, dans le béton, quand on est dans le glace, les immeubles, c'est de l'acier et du verre et du béton. Bon, ce sont trois secteurs qui sont quand même pas mal gangrénés par une petite corruption, par une petite mafia, surtout du côté de New York. Donc, Donald Trump a trempé dans un certain nombre d'affaires, mais il n'est jamais tombé. Et il n'est jamais tombé parce qu'il sait faire un tour de table. Donc là, il est en train de faire un tour de table très très important pour montrer une opération qui, du point de vue purement business, est extrêmement ambitieuse. C'est une société qui est déjà valorisée à 8 milliards de dollars, elle n'existe même pas. Donc, et qui pourrait soutenir, le moment venu, en tout cas offrir un cadre à une campagne électorale exactement de la même façon que, en termes d'alliés objectifs, Facebook et Twitter ont servi de cadre à la cause démocrate en 2020. Ce sera le pendant. C'est toute l'idée, absolument. Alors, on sait qu'aux élections, aux États-Unis, il y a les élections de mi-mandat. Elles interviendront donc dans un an, oui. Fin novembre 2022. Novembre 2022. Novembre 2022. Jusqu'ici, il y a déjà eu quelques petites élections dans certains États. C'était plutôt mauvais pour Joe Biden. Oui, les démocrates s'attendent au pire, même s'ils ne le disent pas. Et c'est sans doute ce qu'on va observer. Donc, aux États-Unis, vous avez des élections tous les mois de novembre. D'accord ? Évidemment, lorsqu'il y a une année présidentielle, on y prête beaucoup plus attention. Mais, par exemple, le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants, est renouvelé dans son ensemble tous les 2 ans. Il y a 435 moitié chaque sièges. Année, quoi.
Alors non, c'est 100% tous les 2 ans. Un mandat de député aux États-Unis, c'est 2 ans. D'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont toujours en campagne. Certes. Ils sont toujours à lever des fonds parce que on est à peine. Ah oui, on est à peine élu, qu'il faut gérer sa réélection et donc préparer les caisses et donc faire du démarchage pour avoir de l'argent, etc., etc. Donc l'ensemble du Congrès passe devant les électeurs tous les 2 ans et un tiers du Sénat. Un mandat de sénateur, c'est 6 ans. Et le Sénat est donc renouvelé par tiers tous les 2 ans. Et donc, actuellement, on a une situation où l'égalité est quasi parfaite. Les démocrates ont 222 sièges, je crois, à la Chambre des représentants. Les républicains, 213. Ça fait qu'il suffit que 5 sièges basculent pour que la majorité bascule. Et on s'attend aujourd'hui à ce que ce ne soit pas 5 sièges, mais 50. Parce que les électeurs américains sont très, très déçus de la présidence Biden. Comme vous l'avez dit, il y a eu quelques élections en novembre passé. Il y a notamment eu une élection qui a été extrêmement suivie dans l'État de Virginie. La Virginie, c'est un État de la côte Est, juste à côté de Washington, de la capitale. C'était un État qui était aux mains des démocrates. On le croyait d'ailleurs solidement ancré du côté démocrate et qui a basculé en faveur des républicains. C'est un gouverneur républicain qui a été élu, un homme d'entreprise, nouveau venu en politique, d'accord ? Le lieutenant-gouverneur est non pas un républicain, mais une républicaine, et en plus c'est une femme de race noire, jamaïcaine, je crois, à l'origine, immigrée aux États-Unis, et bien entendu républicaine. Et le nouveau garde des Sceaux de cet État est également républicain, et lui est hispanique. Donc on a observé à cette occasion non seulement le basculement d'un État en faveur du vote républicain, mais également le fait du vote des minorités et même de l'engagement politique des minorités. Exactement. Alors autant vous dire que la lieutenant-gouverneur de Virginie, elle s'appelle Winsome Sears, si je ne me trompe pas, vous la voyez jamais. Enfin, on la voit sur quelques réseaux sociaux républicains, mais les grandes chaînes médias, les grandes télévisions américaines ne la montrent jamais. Et vous avez même d'autres Noirs qui l'ont accusée, elle, femme noire, d'être suprémaciste blanche. Bah oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Si vous ne faites pas la politique des démocrates, qui que vous soyez, vous êtes suprématiste blanc. Si vous soutenez Trump, vous êtes suprémaciste blanc. Si vous soutenez Trump, vous êtes raciste, homophobe, anti tout ce que vous voudrez et suprématiste blanc. Et d'ailleurs, il y a une histoire un petit peu amusante, je ne sais pas si je peux la raconter si j'ai le temps. C'est pas directement de la politique, mais c'est un fait de société. Vous savez que en 2020, il y a eu des émeutes suite à la mort de George Floyd. Bien sûr. Et ces émeutes ont eu lieu alors qu'on demandait à la police de ne rien faire parce qu'on était sur la perspective, il faut débudgétiser les services de police. La criminalité, c'est la faute des policiers, pas des criminels. Et donc, dans une petite ville du Wisconsin qui s'appelle Kenosha, vous aviez eu, des émeutes assez dramatiques et un certain nombre de gens du coin avaient pris sur eux-mêmes d'aller défendre un certain nombre de commerces. Et parmi eux, vous aviez un gamin de 17 ans qui s'appelait Kyle Rittenhouse, qui savait manier les armes, qui voulait devenir policier et qui est allé avec son fusil semi-automatique patrouiller un certain nombre de rues et protéger un certain nombre de business contre des incendies. Il a été pris à partie, il a été, provoqué par un certain nombre de gens, il a été tabassé et il a fait usage de son arme. Et il a tué 2 personnes et il en a blessé une 3e. Et il a donc été arrêté et mis en accusation pour meurtre. Et tous les médias américains lui sont tombés dessus. C'était un milicien, c'était un fasciste. C'était le nouveau Derek Chauvin, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. C'était un suprémaciste blanc, alors qu'en fait, il a tué 2 personnes, mais ce sont également des Blancs. C'était des Blancs qui étaient là à manifester ou à vandaliser plus ou moins. C'était des antifas, comme on les appelle. Il y en a 2 qui lui sont tombés dessus. Il y en a un qui lui donne un coup de pied à la tête, l'autre qui l'a tabassé avec un skateboard. Enfin, il y a eu une bagarre. Et lui avait une arme et il en a fait usage pour se défendre. Et donc, il a été descendu en flammes dans les médias. Il était la personnification de ce à quoi la présidence Trump nous amène. C'était ça. Le lien politique et idéologique, il était là. Et son procès a eu lieu. Et au cours de son procès, il a été totalement blanchi, il a été acquitté. Et le procès a été retransmis à la télévision. Et on a vu à travers des centaines d'images vidéo que la réalité des faits ce soir-là n'avait rien à voir avec la réalité des faits telle qu'elle avait été présentée par les médias. Donc non seulement il a été innocenté, mais son procès a mis en avant jusqu'à quel point certains médias pouvaient mentir à leur public pour satisfaire un certain narratif. Donc la cause démocrate dans son ensemble, parce qu'évidemment tout l'établissement démocrate, jusqu'à la vice-présidente, avait pris parti
contre ce jeune homme. Bien sûr. Et aujourd'hui, ces gens ils sont confrontés à leurs propres mensonges, à leur propre hypocrisie. Donc les élections, tout ça pour en revenir à vos élections, les élections de mi-mandat se présentent assez mal pour les démocrates. Il est plus que probable qu'ils vont perdre la majorité à la Chambre des représentants. Le Sénat, c'est un petit peu plus serré parce que d'abord, il y a beaucoup moins de sièges qui sont en jeu. Actuellement, on est à 50-50. Il y a néanmoins 4 sièges démocrates qui pourraient basculer et il est probable que les républicains aient une majorité de 2 à 3 sièges à l'issue des élections de 2022. Alors, on parlait de cet État de Virginie qui a basculé aux dernières élections. C'est intéressant parce que dans ces élections, il y avait du vote par anticipation, du vote par correspondance, celui qui a posé tant de problèmes pendant la présidentielle et qui a été visé par les accusations de fraude. Donald Trump en parle justement dans cette fameuse interview avec Nigel Farage et il dit que les fraudes sont avérées, il ne lâche strictement rien sur tout ce sujet, mais en revanche, il dit que ce n'est pas une fatalité et ces élections en Virginie l'illustrent bien. On a le sentiment que Donald Trump pense que ce sujet sera peut-être dépassé pour 2024, 2022 et 2024. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr parce que c'est quand même. Ou alors il remotive ses troupes. C'est quand même un outil démocrate important. Mais voilà, c'est ça. Ce qui est important, c'est que la mobilisation républicaine, elle est essentielle. Ce qu'il faut quand même comprendre, et au point de vue national, les républicains ont une faiblesse qu'il ne faut pas nier, c'est que numériquement, ils sont inférieurs. C'est-à-dire, si vous n'aviez pas le système électoral américain où le vote est réparti par État avec un système indirect et le collège électoral qui passe derrière, Hillary Clinton aurait été élue. Si vous n'aviez pas le système américain, Al Gore aurait été élu en l'an 2000 contre George W. Bush. Il faut remonter, si je ne me trompe pas, il faudrait vérifier, mais je crois qu'il faut remonter à 1988. Pour que le président élu soit majoritaire, c'est ça? Oui, quand il est républicain. Je crois qu'il n'y a que George Bush, fils George W. Bush, en 2004, il a obtenu plus de suffrages que John Kerry, sur le plan national. Alors, des fois, au sein du collège électoral, la différence est énorme, parce qu'il y a un effet amplificateur. Mais c'est vrai que lorsque l'on compte les votes, numériquement parlant, par tête d'Américains, à une élection présidentielle depuis plus de 20 ans, il y a plus d'électeurs qui se prononcent pour le candidat démocrate que pour le candidat républicain. Donc là, les républicains, ils ont un vrai challenge. Ça peut changer parce que justement les minorités, comme on le voit en Virginie, sont en train de basculer. Les hispaniques, ce n'est plus un groupe qui est systématiquement acquis à la cause démocrate. Les démocrates le considéraient jusqu'à il y a quelques années. Ça faisait partie de la fameuse coalition Obama. Les Noirs, et on le constatait très bien sous Donald Trump, il y a un certain nombre de Noirs qui en avaient marre de l'assistanat à la démocrate. C'est ce qu'ils appellent, eux, la nouvelle plantation, entre guillemets, parce qu'ils dépendent totalement du gouvernement. Ce sont des Noirs qui emploient le terme, ce ne sont pas des Blancs. Les Blancs n'auraient pas le droit. Mais les Noirs peuvent parler de la plantation démocrate. La plantation démocrate, c'est être totalement dépendant des chèques du gouvernement pour assurer sa survie. Et ces chèques ne vous donnent que ça, la survie, rien d'autre, aucune perspective. Donc il y a un certain nombre de Noirs qui se disent, c'est pas une façon de vivre. Et les opportunités d'entreprise est fournies par le Parti républicain mérite qu'on y prête attention. Et on a vu sous Donald Trump une certaine montée du vote noir en faveur des républicains. D'habitude, c'est même pas 10%. Dans certains endroits, là, c'était 20, jusqu'à 27. Donc c'était déjà des progrès. Donc les républicains doivent résoudre ce premier problème, qui est de parvenir à avoir derrière eux une majorité numérique. Deuxièmement, ils doivent aussi toujours se soucier du vote indépendant. Parce qu'en fait, c'est le vote indépendant qui fait basculer la décision dans un sens ou dans l'autre. Et apparemment, en 2020, malgré tout, il y a un certain nombre d'indépendants qui se sont prononcés pour Joe Biden, ou on va le dire, contre Donald Trump. Maintenant, le système électoral, malgré tout, reste d'une certaine façon favorable aux démocrates, et tout le monde sait très bien que le vote par correspondance a été un des éléments majeurs qui a permis de faire basculer l'élection de 2020 en faveur de Joe Biden. Ce vote par correspondance n'était pas forcément totalement frauduleux, et il n'était pas du tout illégal, au sens où les règles avaient été changées juste avant pour le permettre, au nom du Covid. Alors, il faut espérer qu'en 2024, le Covid ne sera plus là, et on n'aura plus besoin d'un vote par correspondance aussi étendu qu'il le fut en 2020. Mais c'est un écueil auquel les républicains doivent s'intéresser, parce que s'ils ne s'assurent pas que le vote est totalement légitime et qu'on a vraiment un électeur derrière chaque bulletin, eh ben, ils le paieront, ici ou là, inévitablement. On a le sentiment que pour Donald Trump, il n'y a plus vraiment de questions. En 2024, il sera sur la ligne de départ. Est-ce qu'il fait consensus comme candidat dans le camp des Républicains ?
Pas tout à fait. Pas tout à fait, pour être honnête. Alors, le parti républicain lui appartient. C'est-à-dire que le parti républicain, d'une certaine façon, est devenu le parti de Trump. Et il a même évolué, d'une certaine façon, dans ses positions pour être plus proche des positions de Donald Trump. Donc, Donald Trump a réussi à mettre la main sur le parti républicain. Et au sein du parti républicain, il a un taux de popularité qui est de entre 65 et 75%. Mais vous avez ce qu'on a toujours appelé les Never Trumpers, ceux qui ne veulent pas de Trump, et ceux qui vous disent que Donald Trump est quand même un personnage polarisant, c'est un personnage clivant, et s'il se présente en 2024, eh bien les démocrates auront une excuse pour mettre en place une nouvelle coalition anti-Trump, faire campagne contre lui à nouveau, not again, on dirait en anglais, ça ne va pas recommencer, et parvenir avec l'aide des médias, avec l'aide des réseaux sociaux, à mettre en place une atmosphère qui fasse qu'un certain nombre d'électeurs n'osent pas voter Trump. Donc l'écueil, il est véritablement là. Maintenant, au sein du Parti républicain, si Donald Trump se présente en 2024, personne n'osera le défier. Parce que ce serait un combat inutile. Il y a des gens qui attendent. Donc ça voudrait dire qu'il n'y aura pas de primaire ? Il y aura une fausse primaire. C'est-à-dire qu'il y aura une primaire inévitablement, parce qu'il faudrait bien qu'il ait, je dirais, l'onction du parti. Mais ça pourrait très bien être une primaire avec quelques candidats d'opposition qui abandonnent très vite, et puis après, quelque chose qui se déroule tout seul jusqu'à la convention. Mais véritablement, la question pour les Républicains, elle est de comment ils vont aborder 2024. Donald Trump, pour moi, n'est pas prêt à prendre sa retraite. Il a une revanche à prendre, c'est qu'il est quand même très revanchard, ce personnage. Et donc, il a été battu en 2020. Et lui, ce qu'il souhaite plus que tout aujourd'hui, c'est de l'emporter en 2024. Pour avoir ce fameux deuxième mandat qu'on lui a, entre guillemets, volé en 2020. Et là, il rentrerait dans l'histoire, parce que c'est quand même un fait assez rare. C'est arrivé une fois. Qu'un président, c'était à la fin du 19e siècle, le fameux président Cleveland, qui a un trou, voilà. Cleveland a été président de 84 à 88, et puis à nouveau de 92 à 96, et entre les deux, c'était un autre qui avait réussi à remporter l'élection. Donc 2 mandats non consécutifs, c'est très rare dans l'histoire américaine, ça pourrait se reproduire. Pour moi, la question... On sait qu'il n'affrontera pas Joe Biden. C'est peu probable. Oui. C'est peu probable, mais c'est pas exclu. Après tout, on le maintient, je dirais pas artificiellement en vie, mais là, Bouteflika aux États-Unis. Oui, il aura 82. Bon, il aura 82. Regardez le Parti démocrate. Nancy Pelosi, qui est speaker de la Chambre, elle a 81 ans. Il y a une certaine gérontocratie au sein du Parti démocrate. L'espérance de vie est prolongée. Aujourd'hui, Joe Biden est président 4 heures par jour. Le reste du temps, il fait la sieste, on le protège, etc. On le cajole. Donc, pourquoi pas ? S'il est suffisamment consensuel. Parce que la question pour les démocrates, c'est si ce n'est pas Joe Biden, qui ? Logiquement, ça devrait être la vice-présidente. Oui. Mais Kamala Harris a une cote de popularité qui est encore plus faible que celle de Joe Biden. Elle est à 29%, ce qui est absolument sans précédent. D'habitude, le vice-président, personne n'y prête vraiment attention. Là, au contraire, on sait que Joe Biden a une santé un petit peu fragile, qu'il est âgé, donc on regarde un petit peu ce que fait la vice-présidente, et en quelques mois, elle a dilapidé le peu de crédit de confiance qu'elle avait auprès des électeurs, à la fois démocrates et non démocrates. Donc il est très peu probable qu'elle parvienne à emporter la nomination. Donc, il y aurait une nouvelle bataille démocrate et c'est quelque chose que peut-être il souhaiterait éviter. La course reste ouverte d'un côté comme de l'autre, en vérité. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'on va continuer d'entendre parler de Donald Trump. Ah oui, ça sans aucun doute. Sans aucun doute. Et puis, il commence à manquer un petit peu aux Américains. Vous savez qu'il fait toujours des meetings, enfin de ce qu'on appelle des meetings politiques aux États-Unis, qu'il ramène toujours autant de monde. Quand il est à la télévision aux États-Unis, ça fait toujours des records d'audience. Qu'il manque beaucoup à CNN, parce que l'audience de CNN s'est effondrée depuis qu'il n'est plus président. L'anti-Trumpisme fonctionnait aussi pour faire de l'audience. Et encore une fois, il reste le personnage le mieux placé au sein du Parti républicain, et tant que lui n'aura pas dit « je me retire », il restera l'incontournable personnalité. Donc pour moi, il sera le candidat de 2024. À voir, mais pour moi, il sera le candidat. Eh bien, merci beaucoup Gérald Olivier pour toutes ces explications. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Sur la route de la Maison Blanche, disponible sur la boutique officielle de TV Liberté, sur tvliberté.fr.
Voilà pour cette émission. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de commenter, de partager, de cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer sa diffusion. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Ce sera une émission un peu spéciale. À mon avis, vous ne serez pas déçus. À la semaine prochaine. Au revoir.